Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Epstein et de Carl Zero. Carl Zero qui remet au goût du jour et qui republie un témoignage hallucinant d'un ancien employé de Jeffrey Epstein. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous passer l'extrait dans son intégralité parce que vous le voyez sur X, cela dure 30 minutes et sur YouTube, 1 heure. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette interview doublée en français qui est tout simplement hallucinant sur l'intérieur même de la vie de Jeffrey Epstein. Vous allez tout comprendre, tout savoir et ce qu'il dit est fou. Mais je vais quand même vous passer un extrait pour bien comprendre comment Jeffrey Epstein fonctionnait et surtout son influence, son réseau et ce qu'il faisait aux jeunes filles dans ses résidences. Mais juste avant, j'ai besoin de votre soutien comme vous le savez, donc n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost si cela est disponible. Vous le savez, je suis totalement invisibilisé sur YouTube, donc j'ai besoin plus que jamais de votre soutien et je remercie également tous les donateurs, que ce soit sur YouTube ou sur Tipeee. Merci à vous, cela me permet de continuer. Allez, on regarde ça et on en parle juste après. Je vais me suicider demain. J'envoie également 3 paquets contenant des copies d'informations aux médias. Un à CNN, un à MSNBC et un à Fox News. Vous devrez tous voir lequel dit la vérité sur les informations qu'il reçoit, et je fais confiance à 4chan pour le faire en raison de notre historique de divulgation d'informations légitimes face à la dissimulation des médias de masse. Je suis chauffeur/agent de sécurité professionnel pour un cercle de personnes très riches depuis près de 8 ans. J'ai commencé par travailler comme portier dans un club privé pour gentlemen en dehors de la région de Washington. Grâce à ce travail, j'ai été présenté à certains responsables du recrutement de Jeffrey Epstein. Comme j'avais de l'expérience en tant que chauffeur de taxi et videur et que je fermais toujours les yeux sur la drogue et la prostitution, mes employeurs du club ont pensé que je serais parfait pour travailler les week-ends pour M. Epstein. Au début, je ne faisais pas grand-chose, en tout cas, rien d'important. Je faisais surtout des courses et tout ce que mon responsable, qui rendait compte directement à M. Epstein, me demandait de faire. Par exemple, si le jardinier se faisait porter malade un jour, c'était moi qui tondais la pelouse à sa place. J'étais un assistant général polyvalent. Inévitablement, je croisais M. Epstein de temps à autre, et il était toujours très aimable et enthousiaste. J'avais entendu parler de son procès initial, des rumeurs et de tout le reste. Mais le simple fait de rencontrer cet homme m'a donné l'impression que tout cela n'était qu'un mensonge, car il semblait si gentil et sincère. Je pensais qu'il était vraiment un homme d'affaires brillant, à l'image de Bruce Wayne ou Tony Stark. Et je pense qu'au final, c'est ainsi qu'il voulait que nous le voyions tous. Son complexe de Dieu était, pour le moins, très développé. Finalement, on m'a confié des tâches plus importantes. Je pense que j'ai acquis une bonne réputation parce qu'un jour, j'ai nettoyé l'une des chambres de M. Epstein. À ma grande consternation, il y avait un mélange d'excréments et de sperme sur les draps. J'ai géré la situation de manière professionnelle et je n'ai rien dit. Je savais alors que quelqu'un surveillait toujours. Il y avait des caméras dans presque toutes les pièces, sauf dans le bureau privé et la chambre à coucher habituelle de M. Epstein. Il avait plusieurs chambres, mais l'une d'elles était sa préférée, je suppose, sa chambre principale. Je n'en ai jamais parlé à personne, mais mon responsable m'a quand même remercié pour ma discrétion. Un jour, on m'a demandé d'aller chercher une masseuse à la gare routière. Je ne lui ai pas demandé son âge. Je savais bien que je n'aurais pas dû, mais elle ne pouvait pas avoir plus que moi. J'ai eu un très mauvais pressentiment, car à ce stade, nier les goûts de M. Epstein aurait été presque irrationnel. J'ai toutefois fait mon travail. Je l'ai conduite chez lui et, quelques heures plus tard, je l'ai ramenée à l'arrêt de bus. Elle pleurait et je ne lui ai pas parlé de ça. Quelques semaines plus tard, j'ai recommencé. Maintenant, mon manager me dit que M. Epstein aimerait que je m'occupe de tous ses allers-retours. Ils appelaient ça « cutie doody ». Mais il n'y avait pas que des filles. Je récupérais aussi de la drogue et d'autres colis divers, dont je ne connaissais généralement pas le contenu.
Mais en ce qui me concernait, moins j'en savais, mieux c'était. J'étais très bien payé pour le travail que je faisais. Chaque jour, je passais 3, voire 4 heures à faire tout ce qui pouvait être considéré comme du travail. La plupart du temps, je restais assis dans ma voiture à parcourir 4 champs sur mon téléphone ou à l'intérieur, faisant semblant d'être riche et que c'était ma maison. Pour cela, je gagnais 75 000 $ par an, plus que je n'aurais jamais osé espérer gagner dans toute ma vie. Lorsque j'ai pris en charge la plupart des trajets, mon salaire est passé à chaque fois que mon travail devenait plus illégal. L'argent devenait plus intéressant. C'est sa tactique. Il sait que les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour le bon prix. Je veux juste que les gens le sachent, je suppose. Appelez cela une confession publique, car je suis coupable. Je suppose que je m'en fiche un peu, car je vais mourir. J'ai fait des choses que je ne peux pas me pardonner, et je pense qu'ils finiront par me tuer de toute façon. Je vais le faire à ma façon. Quoi qu'il en soit, M. Epstein est très rusé. Il vous paie beaucoup, mais pas assez pour les saloperies que vous devez faire. Et il essaie de trouver le montant minimum qu'il peut payer pour que vous continuiez à le faire. Pour moi, honteusement, c'était environ 150 000 $. Je suis resté en service pendant environ 4 mois. Puis, M. Epstein a pris une triple largeur et m'a prêté à une autre famille, les Romney. Maintenant, gardez à l'esprit que je n'ai jamais rencontré Mitch Romney et je ne pense même pas avoir travaillé pour lui. Je travaillais simplement pour la famille. Je rendais compte à un responsable des ressources humaines, comme d'habitude. J'étais chargé de conduire un jeune homme nommé Cole partout où il voulait. Cole avait probablement 22 ans et son permis avait déjà été suspendu pour conduite en état d'ivresse. Il vivait dans une immense maison perdue, au milieu de nulle part, près de Boulder, dans le Colorado. C'était magnifique. Si j'avais pu y rester pour toujours, je l'aurais fait. Je pense que c'était une maison de vacances, un manoir, qui appartenait à ses parents. Mais je m'égare. Chaque week-end, nous allions en ville. Il se saoulait à mort, trouvait une femme ou une prostituée, et je nous ramenais tous à la maison. Cole était un vrai connard. Si vous vous souvenez de Scumbag Steve, imaginez que les parents de Steve soient multimillionnaires, voire milliardaires, et vous comprendrez. Donc, le dimanche matin, après une nuit de samedi typique, je me présente au travail à 8 heures pile, sachant très bien que Cole ne sortira pas du lit avant au moins 15 heures. Le voilà qui arrive en boitant dans l'allée, en chaussettes, vers ma voiture. Il m'envoie généralement un SMS quand il se lève et j'entre pour commencer à nettoyer ses dégâts. Pas de SMS aujourd'hui. Il s'approche de la voiture alors que je descends. Il me dit « Salut mon pote, on a un problème, mais ce n'est pas grave. » Ok, quoi? Voyons voir. On entre dans la maison et on monte dans sa chambre. La fille qu'il avait ramenée la veille est allongée sur le dos, la bouche ouverte, remplie de vomi. Elle est sans aucun doute morte. D'après ce que je peux voir, elle a fait une overdose avec la combinaison de médicaments sur ordonnance qu'il prenait, s'est évanouie, a vomi, puis s'est étouffée avec son propre vomi. Je suis complètement paniqué. Je sors mon téléphone et compose le 911. Cole me le fait lâcher et me dit d'attendre. Il dit qu'il ne peut pas avoir d'ennui parce que ça ferait mauvaise impression pour sa famille. Je lui ai répondu « Cole, tu as déjà eu des problèmes. » Il m'a répondu qu'il le savait, mais pas ce genre de problème. Il m'a dit que j'aurais une grosse prime si je m'occupais moi-même de la situation. Je me trouve maintenant au milieu de nulle part. Et depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler dans ce milieu, on m'a fait comprendre que si je faisais une erreur, je risquais de subir de graves conséquences. Je sais que ce que j'ai fait ici était mal. Je sais, et j'en suis vraiment désolé. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a répondu « Attends ». Il a sorti un autre téléphone d'un tiroir et a commencé à passer des appels. Au bout de quelques minutes, j'attendais dans le couloir.
Il faisait tranquillement les 100 pas autour du cadavre. Il m'a donné les coordonnées GPS d'un petit endroit situé près de la route 111, dans les montagnes. Je suis censé l'envelopper, l'emmener là-bas et la déposer. Il m'a dit que des gars l'attendraient là-bas pour la prendre. C'est un long trajet en voiture, et je n'ai vraiment pas envie de le faire. Je l'enveloppe dans sa couette. Il m'arrête. « Mec, dit-il, mec, pas cette couverture. C'est la couverture la plus douce au monde, mec. Pas question. » Et il me donne une autre couverture qui se trouve dans le placard. Cole était un vrai gentleman. Il a un F-150 sur sa propriété qu'il utilise pour ses travaux d'aménagement paysager. Je mets son corps dans le coffre avec une bâche dessus, puis je remplis le reste du coffre avec du matériel d'aménagement paysager, de l'engrais, des outils, etc. J'essaie de rendre le tout aussi naturel et banal que possible. Je suis mort de peur. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Mais il me promet que si je me fais prendre, j'aurai le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. Et je le crois. Elle est déjà morte de toute façon, et il est peu probable qu'il ait de réels problèmes juridiques. Juste une mauvaise presse. Alors quelle différence cela fait-il? Pendant tout le trajet, je transpire à travers mes vêtements. Je dois m'arrêter 2 fois pour vomir. Quand j'arrive, il y a un petit coin où je peux me garer pour m'assurer qu'il s'agit bien d'un gros SUV noir et d'une Jeep équipée de pneus tout-terrain. Je ne vais pas supposer que ce sont les pompes funèbres. Alors je m'arrête, je sors et je m'approche du SUV. La vitre s'abaisse et je vois une femme d'une 50aine d'années et un gros type au volant. Je ne sais pas quoi dire, alors je me contente de demander « Qui? Comment ça va ?» Je me sens complètement idiot. Elle passe un coup de fil et décrit mon apparence à son interlocuteur. Puis elle raccroche et me dit « C'est nous que vous cherchez. Est-ce que c'est sous toutes ces affaires dans le coffre ?» Je réponds « Oui. Avez-vous besoin d'aide ?» Elle répond « Non. » Faites une pause. Je m'éloigne donc un peu dans les arbres et fume une cigarette ou deux. Ils l'ont sortie et l'ont mise dans la Jeep en 5 minutes environ. La femme me dit de conduire, d'attendre 15 minutes avant de partir. Puis, ils sortent et s'en vont. La Jeep s'enfonce dans les bois. J'attends environ 7 minutes et je pars. Plus tard, je reçois un SMS me disant de ne plus jamais partir en avance. Ce témoignage évoque tout simplement un crime fait sur une prostituée. Alors, officiellement, vous l'avez entendu, il faisait passer Jeffrey Epstein, toutes ces filles, pour des masseuses. C'est terrifiant parce qu'en même temps, on voit la manière dont il traite l'hôte et notamment ces jeunes femmes. Dans l'extrait qui est beaucoup plus long et qui a été publié sur YouTube, on apprend également qu'il faisait la fête avec un masque de taureau. Ça nous rappelle aussi des clichés d'une fameuse fête qu'avait donnée la famille Rothschild, cette même famille bien sûr qu'on retrouve dans tous les documents déclassifiés, et de la main de Jeffrey Epstein lui-même, il dit qu'il travaillait pour cette famille. Je ne peux que vous inviter à écouter l'intégralité bien sûr de son témoignage qui fait froid dans le dos parce que vous allez comprendre le fonctionnement et l'attachement à la vie humaine bien sûr qu'avait Jeffrey Epstein, mais au vu des documents et la manière dont il traite tous ceux qui ne sont pas issus de la communauté, donc les goyim, ce n'est pas étonnant qu'il n'ait aucun respect pour la vie humaine quand il ne s'agit pas bien sûr de sa propre communauté. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, j'ai besoin de vous, alors on n'hésite pas à s'abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également, c'est extrêmement important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.